toutes et à tous. Je suis Céline. Et je suis Iris. Et nous sommes le Geek Squadron. Un duo de choc pour vous proposer des vidéos sur tous les univers geeks. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les clés pour comprendre le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier à Nouvelle Ordre. Après WandaVision, Disney+ nous propose une nouvelle série centrée sur un duo de personnages jusque-là secondaires dans les films du Marvel Cinematic Universe. Cette fois, l'intrigue est portée par Bucky Barnes, ici campé par Sebastian Stan, bien connu par les fans de Star Wars pour ses imitations de Mark Hamill. Il incarne aussi le Chapelier Fou dans Once Upon a Time. Et Falcon, de son vrai nom Sam Wilson, incarné par Anthony Mackie, apparu dans Altered Carbon, Million Dollar Baby, des mineurs avec Jeremy Renner, qu'on reconnaît aussi dans le Marvel Cinematic Universe, puisqu'il incarne Hawkeye. Et derrière la caméra, on retrouve Caris Copeland, réalisatrice de séries qui a opéré sur des épisodes d'action comme The Punisher ou The Walking Dead, mais aussi des séries avec des composantes plus complexes comme The Handmaid's Tale ou Boardwalk Empire. Un scénario de Malcolm Spellman qui lui est connu pour la série Empire. Et comme pour tout le Marvel Cinematic Universe, on retrouve Kevin Feige comme producteur exécutif. À présent, nous vous proposons un récap dans les grandes lignes du Marvel Cinematic Universe pour nos deux personnages principaux. Bucky Barnes est un personnage introduit dans le premier film de Captain America, First Avengers. Il est alors le meilleur ami de Steve Rogers dans les années 40 et s'engage dans la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la guerre, il sera le fruit d'expériences menées par Hydra. Délivré par Captain America, il se joindra à lui face à Crâne Rouge et fera une chute que l'on pensait fatale. Falcon, quant à lui, est secouriste dans l'US Air Force, l'armée qu'il a quittée après le décès de son coéquipier Riley. Engagé par le bureau des vétérans pour s'occuper des soldats atteints de troubles de stress post-traumatique, il se trouve à Washington, où il rencontre Steve Rogers en faisant son footing. Les deux créent du lien en échangeant sur leurs expériences respectives de soldats revenus du front. Ils se reverront une seconde fois avant une troisième décisive quand Steve Rogers et Natasha Romanoff viennent retrouver refuge chez lui alors qu'ils sont pourchassés par Hydra qui a réussi à infiltrer et à gangréner le Shield au fil des années jusqu'à carrément en prendre le contrôle. Sam leur propose son aide, dévoilant ainsi son implication dans un projet militaire impliquant l'exosquelette Seven Falcon qu'il a utilisé en tant que pilote d'essai. Lors des combats contre Hydra, Falcon aura à faire face aux soldats de l'hiver à plusieurs reprises, soldat de l'hiver qui n'est autre que Barnes lui-même que l'on croyait mort, mais qui en fait a été capturé par Hydra et l'Union soviétique et transformé en super-arme. À la suite de cette crise, Hydra a partiellement gagné et le Shield est en miettes. Nick Fury a simulé sa mort et Natasha doit se reconstruire une nouvelle identité car beaucoup de dossiers secrets ont fuité, dont le sien. Steve et Sam, eux, décident de partir à la recherche de Barnes pour essayer de le ramener du côté lumineux de la Force. Falcon sera recruté par les Avengers lors de leur combat contre Ultron, puis dans la traque contre le soldat de l'hiver, à la suite de la mort du roi T'Chaka du Wakanda. Ce sont les événements de Captain America Civil War, où Barnes est accusé à tort de l'assassinat du roi du Wakanda, fomenté par Helmut Zemo. Celui-ci parvient à réactiver la programmation du soldat de l'hiver et révèle qu'il a tué les parents de Stark. Le soldat de l'hiver est alors au cœur de la division entre Tony Stark et Steve Rogers. Déjà divisés sur les accords visant à les interdire d'opérer en tant qu'organisation privée, les Avengers iront jusqu'à l'affrontement physique. Barnes sera encore une fois sauvé par Captain America face à Iron Man. Ce qui nous amène aux événements de Avengers Infinity Wars, dans lequel Falcon est chargé de protéger Vision, qui porte une des pierres d'infinité, la pierre de l'esprit. Il faut à tout prix éviter que Thanos s'en empare, et pour cela, Falcon accompagne Vision au Wakanda où il pense qu'il sera mieux protégé. Falcon prend part à la bataille du Wakanda, dans laquelle Thanos lui-même apparaîtra. Il utilisera d'ailleurs la pierre de l'espace pour vaincre Falcon. Trop fort pour les Avengers, Thanos réussira à s'emparer de la pierre que porte Vision, la dernière manquante à sa collection. Un claquement de doigts plus tard, et c'est la moitié de la population de l'univers qui disparaîtra, dont Sam Wilson et Bucky Barnes. Les Avengers mettront 5 longues années à renverser la vapeur, voyageant à travers le temps et l'espace pour récupérer les fameuses pierres.
Hulk réussira un claquement de doigts qui fera revenir à la vie les 50% de la population manquante, dont évidemment Falcon et le Soldat d'Hiver. Falcon se joindra aux Avengers, aux Gardiens de la Galaxie et à une multitude d'autres héros dans cette bataille épique contre l'armée de Thanos. Thanos qui sera tué ainsi que toute son armée par un troisième claquement de doigts, cette fois par Iron Man. Ce geste lui coûtera d'ailleurs la vie. Après la bataille et les obsèques de Tony Stark, Falcon se verra remettre le fameux bouclier par Steve Rogers lui-même. Un Steve Rogers qui a vieilli paisiblement depuis les années 40, d'où il n'est pas revenu après cette dernière mission. Sam hésitera, mais Bucky l'encouragera à accepter ce don, qui est aussi un fardeau. Ce qui nous amène directement aux événements de la série qui enchaînent directement là-dessus. Autant le dire tout de suite, je suis une très grande fan de Star Wars, mais pour le Marvel Cinematic Universe, je suis un petit peu Madame tout le monde. J'aime bien, je prends beaucoup de plaisir à regarder, mais je suis pas à fond. Je connais pas les intrigues ou les personnages par cœur. Donc quand la sortie de la série est devenue imminente, j'étais curieuse, mais sans plus. Céline qui m'a forcé à regarder. Je suis baby, help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Donc vendredi soir, une fois mes mini-Hulk endormis, je me suis donc posée dans mon canapé, j'ai allumé Disney+, et donc démarré le visionnage de ce premier épisode. Alors là, l'équipe créative n'y est pas allée par 4 chemins, ça commence fort, très fort. Pas de chichi, on est direct dans l'action. Après tout, on parle de super-héros, on n'est pas là pour faire du tricot. Donc, disais-je, de suite, dans l'ambiance. Falcon est envoyé récupérer un agent kidnappé par un groupuscule francophone, le LAF. On y retrouve George Batroc, déjà vu dans Captain America, le Soldat d'Hiver. Ils ont détourné un avion que Falcon infiltre avec plus ou moins de succès. Cela donne lieu à une très belle scène de course-poursuite aérienne entre lui et les méchants en tenue de base jumper. Puis une battle contre les hélicos aussi. Si les manœuvres sont convenues, on voit vite le coup venir que Falcon va faire en sorte que les missiles verrouillés sur lui dégomment les hélicos à la place, ça reste quand même bien prenant. Ça tire dans tous les sens, ça se bastonne, ça explose. C'est ce qu'on attend généralement dans le MCU, soyons honnêtes. Les premières minutes nous en mettent tout de suite plein les mirettes, mais posent quand même quelques pierres par la suite. Par exemple, on introduit le personnage de Torres. C'est finalement la seule grosse scène d'action de cet épisode. On verra que le reste est plus posé, mais bien intéressant. On se focalise sur nos deux héros, Sam et Bucky. Et là, on va voir deux thèmes qui se développent, l'héritage et la rédemption. Après avoir hérité du fameux bouclier de Captain America de les mains de Steve lui-même à la fin de Endgame, on sent Sam aux prises avec ses incertitudes, ses peurs. Peur de se mesurer au grand héros, peur de ne pas être digne de cet héritage. Un cas d'école du syndrome de l'imposteur en fait. Au point de reléguer le bouclier au statut de relique. Sa place est dans un musée, dirait l'autre. Mais ce qui fait toute l'ambiguïté de Sam, c'est que d'un côté il renie cet héritage prestigieux et de l'autre il s'accroche bec et ongle à ce que ses parents lui ont légué à sa sœur et à lui. La maison et le bateau de famille. Sa sœur veut vendre pour couvrir leurs dettes et prendre un nouveau départ. Lui est incapable de se détacher de ce qui le relie encore à ses parents et à son enfance. Probable besoin d'ancrage pour celui qui est venu au monde une deuxième fois après 5 ans de néant. C'est comme s'il s'était réveillé en fait après 5 ans de coma et découvrir que la vie avait continué sans lui. On est habitué à voir les super-héros dans ce qui fait leur force. Ici, on nous montre qu'ils sont avant tout des êtres humains, avec leurs faiblesses. Ce thème de l'héritage lui reviendra d'ailleurs en pleine tête, presque littéralement, à l'annonce en grande pompe télévisuelle d'un nouveau Captain America, brandissant le bouclier relique à la place de Sam, qui est pourtant le Chosen One. Bucky, lui, est aux prises avec d'autres démons, ceux de son passé peu reluisant. On le découvre suivant une thérapie dans laquelle il a vraisemblablement du mal à se livrer. On apprend alors qu'un de ses deals de son pardon, c'est d'essayer de réparer ce qu'il a fait de mal, d'expier ses déchets en quelque sorte. Il a un petit carnet avec des noms, qui n'est pas sans rappeler celui d'Oliver Queen, à ceci près que les noms inscrits sur ce carnet ne sont pas des gens à éliminer dans une soif de vengeance, mais correspondent à des actions, des crimes dont il doit le faire amende honorable. Comme on le verra avec la sénatrice Ex-Hydra toujours en poste, s'il prend des libertés avec l'espèce de code d'honneur que lui a dicté la psy, on sent que cette quête de rédemption n'est pas juste là pour se faire bien voir. James en a besoin pour aller de l'avant. Mais comment aller de l'avant quand on a 106 ans, l'apparence d'un quarantenaire, un bras cybernétique et qu'on a passé 80% de sa vie à se battre et pas dans le bon camp? C'est ce qui va être le fil conducteur
pour l'arc de Bucky. Du moins au début de la série. On sait aussi qu'il a quelques contacts avec Sam, et on voit que d'un côté, il va se venger, mais de l'autre, il va aussi faire la paix avec ceux à qui il a fait du mal, comme son ami Yuri, dont il a tué le fils au cours d'une de ses missions. Ce premier épisode ouvre donc la série de manière ambitieuse et intéressante. On a du politique, on a du militaire, on esquisse ceux qui seront les grands méchants, on a entreaperçu les Flag Smashers avec le personnage de Torres en Suisse, mais surtout là on se glisse dans la peau des personnages principaux. Ils ne sont plus juste des super-héros ou des super anti-héros, mais de vrais êtres humains avec des émotions et des faiblesses. Avec un passé, un présent, peut-être un avenir, avec des doutes, des certitudes, des envies, des névroses, et ça les rend d'autant plus attachants. On espère les voir bientôt en tant que duo. On espère aussi en savoir un petit peu plus sur ces fameux Flag Smashers qu'on a fait vraiment que entreapercevoir et qui ont un mode opératoire assez intéressant, mais je pense que ça va être lié aussi à... Comment il s'appelle ? Le français du début dont j'ai oublié le nom. George Batroc. Merci Céline. Donc George Batroc qui quand même a réussi à s'enfuir, et ça paraîtrait quand même assez étonnant qu'on introduise un méchant juste pour une petite scène, juste pour s'en débarrasser tout de suite. Il y a anguille sous roche et j'attends d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de l'épisode ? C'était plutôt prenant. Alors voilà, encore une fois, je suis pas une grande fan du MCU, donc moi je suis très bon public. C'est-à-dire que pour que j'aime pas quelque chose, faut vraiment que ça soit mauvais. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le fait d'être directement plongé dans l'action, pas avoir un truc d'introduction très très long, mais non, direct. On voit Sam en action, c'était plutôt bien fait. Moi, je suis très fan de bataille aérienne, donc j'étais régalée. Et puis, en même temps, on a ce côté introspectif des personnages qui casse le rythme, mais qui le casse sans qu'on s'ennuie derrière. On a quelque chose d'assez sympa de pouvoir rentrer dans la tête des personnages, dans leur psychologie, des choses qui ne sont pas abordées, parce que à chaque fois dans les films, on est finalement en temps de guerre, et en temps de guerre, on n'a pas le temps de se poser sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait faire. Et je trouve qu'avoir en plus ces deux arcs qui sont assez différents, mais qui se recoupent quelque part. Avec Sam, on est vraiment dans l'héritage pur et dur, et avec Bucky, on est dans l'héritage de ses propres actions en fait. Bucky, il a été très méchant par le passé, et comment on se reconstruit après finalement un lavage de cerveau, et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces mauvaises actions du passé, comment on va de l'avant, comment on guérit, et je trouve que c'est une thématique qui est assez intéressante et qui donne une certaine complexité, une profondeur au personnage. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Céline. Moi, c'est un petit peu l'inverse. Quand j'ai vu la première scène, je me suis dit, oula, si c'est tout long comme ça, on va jamais se poser, et en fait, ça va être finalement... Moi, j'aime bien ce côté justement humain des super-héros. Je trouve que c'est quelque chose qui a été quand même plutôt bien développé en général dans Marvel. Et donc, j'avais peur que ce soit un peu trop d'action. Surtout que WandaVision, ça démarre très lentement. Et donc, je me suis dit, ça y est, en fait, ils nous ont fait une série toute calme. Et puis, la série d'en face, très boum boum, je tape dans tous les coins. Et en fait, non, après, derrière, voilà, on a à nouveau cette courbe qui démarre vraiment d'en bas, où on tisse le fil conducteur de chaque personnage tout doucement. Et finalement, voilà, on n'a même pas le duo formé à la fin de l'épisode, parce qu'on prend le temps d'introduire les choses correctement. On profite du format série qui est sur 6 épisodes pour vraiment construire ce scénario de manière riche et complexe, en amenant des personnages secondaires qui servent pas forcément le fil principal. On a la famille de Wilson, on a le personnage de Yuri, on a la jeune fille avec laquelle va dîner Barnes. Voilà, chacun n'est pas que le super-héros, il a aussi une vie personnelle, même si dans le cas de Barnes, on a compris que c'était pas très très riche.
parce qu'il est encore en train de se reconstruire. Comme tu disais, en plus, voilà, il sort d'un lavage de cerveau, mais finalement, toutes ces actions de sa vie passée, il en a quand même conscience et il en a quand même le poids. Alors que bon, on pourrait dire, de toute façon, t'avais le cerveau lavé, c'était pas de ta faute. Non, l'équation, elle est pas aussi simple et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'aller en avant. Et alors, la scène de la fin, moi, ça a été une vraie claque parce que je m'attendais pas du tout à ce que le bouclier soit réutilisé par quelqu'un. Voilà, je trouvais ça dommage que Sam l'abandonne comme ça dans un musée, mais je me suis dit, c'est peut-être pour ça que finalement c'est une série The Falcon and the Winter Soldier, et non pas Captain America and the Winter Soldier. Bon, même si le titre est déjà pris, mais déjà, rien que le titre, ça m'avait interpellée. Je m'étais dit, mais c'est vrai, on aurait dû avoir Captain America et non plus The Falcon. Et en fait, je me suis dit, voilà, en fait, peut-être que la série, ça va être la construction de Falcon en tant que Captain America. Alors, je pense que ça, c'est toujours vrai, mais il y a ce nouveau Captain America qui rentre dans l'équation que j'avais pas du tout vu venir. Non, j'avoue que moi non plus, ça m'a pris assez par surprise. Et puis, tu vois la détresse un petit peu sur le visage de Sam qui se sent complètement trahi, en fait. Parce que c'était lui le dépositaire du bouclier. C'était lui, enfin, l'élu, hein, quelque part. C'est à lui et à personne d'autre que Steve a remis le bouclier. Et lui, il l'a remis en toute bonne foi au musée en disant, voilà, c'est une relique, faut pas s'en servir, c'était... Captain America, c'est Steve Rogers, et point barre, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc lui a renoncé à cet héritage en toute bonne foi, et il se retrouve en fait face à un type qui, on sait pas qui c'est, il sort de nulle part, et il a tout. Non seulement il a le bouclier, mais il a l'uniforme, enfin, le costume, et le nom, enfin c'est une trahison. C'est une trahison totale, je trouve, pour Sam. Et puis, quand on voit sa tête, ça fend un cœur, en fait. Mais c'est un twist qui est assez bien amené, justement parce qu'on ne voit pas venir, et qui apporte forcément beaucoup plus de questions pour le reste de la série. Et c'est assez intéressant. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais, comme c'est une série qui prend le temps de construire, d'étaler un petit peu la construction des personnages. Et c'est quelque chose qu'ils ont annoncé directement. Si on regarde la conférence de presse, on dit c'est un film de 6 heures, quoi. Il ne faut pas le prendre réellement comme une série, un petit peu à la manière du Mandalorian. Il faut se dire que c'est un film deux films de 8 épisodes. Là, c'est pareil. On est dans un univers quand même plus cinématographique que feuilleton quelque part. Alors là, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que The Mandalorian, il a quand même ce défaut d'être très feuilletonnant, d'être très avec des épisodes assez stand-alone. Et là, on n'est pas parti là-dessus. Enfin, je pense pas. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure comparaison que j'ai pu faire. Mais WandaVision est plus dans un arc construit sur toute la série. Tu verras ça. Oui, je te fais confiance là-dessus parce que j'ai pas encore eu le temps de la voir. Mais ça reste dans ma liste des choses à voir prochainement. Mais bon, globalement, t'es emballé par la série pour l'instant. Moi aussi, je trouve que c'est... Disney a quand même cet avantage de nous proposer des contenus quand même variés et qualitatif, et puis tout de suite qui me rendent un petit peu addict, quoi. Je veux dire, quand ça s'est terminé, là, l'épisode, mais non, ça peut pas se terminer là-dessus. Déjà, c'est trop court. Ça peut pas être fini. Tu sais, quand je regarde ma montre, c'est si, quand même. Donc, voilà, pour dire à quel point j'étais dedans, quoi. Et de se dire, faut attendre 1 semaine pour avoir la suite, c'était un peu rageant. Donc, j'espère que la suite sera toujours aussi intéressante. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment devant ce premier épisode. Visiblement, toi aussi, Céline. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce premier épisode ? N'hésitez pas donc à nous dire dans les commentaires et d'échanger avec nous aussi sur nos réseaux sociaux, donc notre page Facebook, notre Twitter, mais aussi notre Instagram.
Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite. On vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt sur notre chaîne. À bientôt!